comment regardez-vous cet archet, Alexis Weissenberg, vous qui êtes pianiste, comment regardez-vous? Parce que vous me paraît... Venez, Berthe. Tenez. Oui. Non, mettez-vous. Non. Oui, je vous demandais. Non, mais Jacques, je vais te dire, comme on l'avait dit avant, lorsqu'on parlait des dieux en général, il y a des hommes qui sont venus sur cette terre, non pas pour donner l'exemple, parce que l'exemple serait une chose qu'on pourrait imiter facilement ou difficilement. Or, lorsqu'on entend des hommes de la qualité de Rostropovitch, il n'est pas question de s'inspirer même, il n'est pas question d'essayer d'imiter, même avec des moyens vraiment moyens. Il s'agit tout simplement de se laisser avoir complètement par cette espèce de rêve magnifique qui se réalise sous les yeux, dans les oreilles, dans un cœur et dans un corps, et d'avoir, je pense, simplement l'humilité d'écouter, de savoir écouter. Il y a si peu de gens qui écoutent vraiment, honnêtement, jusqu'au bout, profondément. Les gens écoutent moyennement, les gens écoutent superficiellement, les gens écoutent en faisant autre chose, en pensant à autre chose. C'est tellement prenant, un son, une sonorité comme celle de Rostropovitch, enfin la musicalité de cet homme et l'intelligence qui s'en dégage sont d'une telle importance qu'on est tout simplement sujet à cet émerveillement permanent. Je n'ai rien à dire en tant que musicien, certainement en tant qu'homme, autre que cela. Tout à l'heure, d'ailleurs, nous vous retrouverons. À ce moment-là, vous serez accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la direction de l'ami Herbert, et vous jouerez le Don Quichotte. Mais j'ai l'impression, on m'a dit, c'est un bruit, que M. Rostropovitch arrive à accepter jusqu'à 5 concerts par jour, c'est vrai? Au moins. Au moins. Ah oui. Là. Ой, говорят, что ты соглашаешься иногда до 5 концертов в день, правда? Да. Oui, Но voilà. если согласился Караян дирижировать, я бы согласился на 10. Mais si Karajan acceptait de diriger, eh bien j'en accepterais 10. Mais... Non, mais il fait ça comme ça, alors tout sur un jour. Et après, quand c'est fixé, il va au directeur, il dit, écoutez, si vous pourrez lancer le concert un jour avant, alors... Et comme ça, il arrive en 5 jours d'avoir 5 concerts. Il faut un mois pour ça. Mais il est, pas seulement, il est aussi un génie de faire sa carrière. Но ты, говоришь, гений вообще в организации своей карьеры. Я Ты умудряешься стараюсь иметь 5 подражать концертов. моему шефу. J'essaie d'imiter mon chef. Non, bon. Qui est le chef? C'est Herbert? А кто твой шеф? Vous parlez combien de langues tous les deux? На каких языках вы говорите оба? 12 да? 12 mélanges pour moi. Oui, un cocktail. 12 séparés pour Maître Karajan. Oui. Et je mélange tous les 12. Quelle est la langue que vous parlez le mieux? На каком языке вы лучше всего говорите? Музыки. La musique. La musique. Когда я играю с Мэтром Караяном, не нужны никакие переводчики, я все понимаю. Lorsque je joue avec Maître Karajan, je n'ai besoin d'aucun interprète, on comprend tout. Mais maintenant, il joue presque plus le cello, il dirige. Часто tout le temps. почти что не играешь на виолончели, все время дирижируешь. Il faut que Continue jouer. il faut que j'apprenne maintenant le cello. Теперь мне нужно учить соло. Avec grand plaisir. Tu me donnes des leçons. Дай мне урок, дай мне урок. Vous avez déjà? Vous êtes déjà essayé au violoncelle? Non, mais raconte cette chose, pourquoi ça s'appelle Napoléon. Наполеон. Почему Наполеон так называется виолончель? То есть это здесь его царапина C'est les gratinures от его шпоры. des éperons de Napoléon. Quoi, sur le violoncelle, là? Oui. C'est Napoléon qui a fait ça? Napoléon, Oui, avec ses éperons. Vous en êtes sûr, hein? Oui, Да, это все книги об этом. tous les livres en parlent, oui. Il vous l'essayez. Обычно, когда кто-нибудь портит какую-нибудь хорошую вещь, об этом говорят плохо. En général, quand quelqu'un abîme une belle chose, on en parle en disant du mal. Да, но все благодарны Наполеону, что он оставил это царство. Mais là, tout le monde est reconnaissant à Napoléon d'avoir laissé cette égratignure. Vous avez déjà dirigé l'orchestre de Berlin? Vous avez dirigé оркестром Берлин. Il vous l'a confié? Он вам его... Oui, il a fait des disques maintenant. Vous lui avez laissé faire Вы des disques? дали, да, Oui, нет, bien sûr, avec eux. 3 jours. 3 дня целых. De gaieté de cœur? И так с удовольствием. Ah, mais comme ça, on est des amis. Вообще, скажите, что никто не ждет, что обо мне что-нибудь скажут плохое. Потому что здесь мои друзья. Personne ne s'attend à ce qu'on dise du mal de moi parce qu'il y a des amis ici. Une fois, quand il a commencé, j'ai demandé à quelqu'un de l'orchestre, mais comment il dirige? Alors, ceci me dit, il dirige l'orchestre comme il joue le violoncelle. Il est là.
Ça veut dire qu'il dirige mal? Non, Ah, avec toute sa personnalité, ça cool. Maintenant, Herbert, nous allons écouter une autre grande voix. Vous accordez de l'importance aux voix. D'abord aux interprètes, d'une manière générale, qu'ils soient pianistes, violoncellistes, violonistes, puis aux voix vraies. Tout à l'heure, nous avons écouté Raina Kabayanska, et maintenant, nous avons la grande joie d'accueillir Mireille Lafreni. Oui, Et vous avez choisi un extrait de la Bohème de Puccini. oui, premier acte, l'air. Ça va, je vous laisse regagner votre place? Très bien. Je vous rappelle l'heure, il est 10 minutes avant 23 heures. Mais enfin, le temps passe, on en passe. D'accord, très bien.
vien moridora importunare. C'est tout de même beau, une voix, c'est comme un instrument. Je l'ai trouvé. C'est presque la première fois qu'elle a fait l'opéra. Avec vous? Oui, oui, oui. C'est beau. On a fait beaucoup de choses ensemble. C'est beau parfois de découvrir, d'être au commencement Ah oui. de quelqu'un ou de quelque chose. Vous savez, on entendait beaucoup parler et alors un jour, je suis allé l'entendre et on a commencé cette fameuse bohème. Vous êtes sur la piste maintenant de quelques jeunes? Ah oui, beaucoup. Ah, ça, ils sont là. Il faut les prendre. Ben, Il vous le faut faites d'ailleurs. Il y a l'école oui. des chefs d'orchestre. Ah oui, naturellement, on a aussi pour les musiciens. On trouve toujours. Il faut chercher sans cesse. Et vous savez, maintenant, eh ben, on a même une académie pour l'orchestre. Oui. Ça veut dire nous faisons notre musicien nous-mêmes. Parce qu'on ne veut plus dépendre de quelqu'un qui vient ou qui ne peut pas venir. Donc maintenant, je crois pour 20 ans, je suis complet. Donc vous les formez? Ah, ils sont déjà. Mais je pense que vous avez comme une hantise, parce que je sais que vous êtes avec cet orchestre depuis maintenant 25 ans, Oui. Vous êtes chef à vie, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à la succession. Mais certainement, je pense tout le temps. Alors? Ah, mais certainement, il faut. Et c'est pour ça qu'on forme. Et alors, ils vont avoir de l'expérience. Et il y a des grands talents. Vous allez entendre maintenant un. Et naturellement, ça prend un certain temps, mais on a l'espoir que ça... Et je pense à votre succession à vous, chef d'orchestre? Oui, bien sûr. De l'orchestre philharmonique? Oui, bien sûr. Vous avez quelques noms en tête? Non, ça va, disons... C'est parmi les jeunes hein, qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas Oui, connaître? certainement. Naturellement, ça prend un certain temps. Il faut des années pour avoir le répertoire, pour avoir l'expérience et tout ça. Mais il faut commencer. Enfin, ne pensons pas à la succession, pensons à aujourd'hui. Et nous parlons des jeunes. C'est une jeune que vous nous présentez, Anne-Sophie Mutter, Oui, alors ça... jeune violoniste de 13 ans, C'est une autre découverte, oui, d'une jeune violoniste de 13 ans. Elle est là. qui a choisi la méditation de Thaïs de Massenet. Oui, ben, j'ai choisi. Pas bête. C'est un bon choix, non? Oh, mais je l'aime beaucoup. D'accord. Anne-Sophie Mutter.
Anne-Sophie Mutter. On reconnaît vite un talent, Herbert von Karajan. Après 10 secondes. C'est vrai? Bon, Vous l'avez vu quand, Anne-Sophie? on m'a parlé d'elle et alors on a arrangé un moment. Elle est venue dans une répétition et déjà la manière que je prenais le violon. Tout de suite, hein? Ah, ben, Donc vous lui prédisez une belle carrière. ah oui, maintenant elle. Il faut lui dire. Comment? Il faut lui dire, elle a 13 ans, elle est jeune. Ah oui, non, maintenant elle fait avec nous le triple concert à Salzbourg, dans le festival. Et puis, prochaine année, on va l'amener en Amérique. On va la lancer là. Vous êtes très exigeant, Herbert. Vous ne vous contentez pas de peu. Vous allez jusqu'au bout de vos passions. Je vous ai vu, là, pendant les répétitions. Vous ne pardonnez rien et vous ne vous pardonnez rien. Ah non, ça ne va pas. Là, il faut fermer les rideaux. Si on commence à penser, je peux pas. Il faut faire. Ah oui, Il y a également l'avenir, et on en parlait un peu tout à l'heure en parlant des jeunes. Il y a les jeunes chefs d'orchestre. oui. Et de la même manière que vous avez choisi Anne-Sophie Mutter, vous avez Oui, mais choisi là, un c'est chef autre chose. d'orchestre. Avec les chefs d'orchestre, ils peuvent tous se présenter parce qu'on a chaque deuxième année, on a un concours. Oui. Alors là, ils se présentent s'ils sont pas plus de 27 ans, et on a de tout le monde. Et je dois dire, on a vraiment sorti des énormes talents. Il y a un qui maintenant est connu mondialement, il s'appelle Kitayenko, c'est un russe. Il a gagné le deuxième prix. Et à ce moment, il y avait encore Mme Furtseva qui était Ministre de la Culture. Je lui ai écrit une lettre, voilà, c'est un énorme talent, j'espère que la Russie va lui donner un poste digne à son talent. Et tout de suite, il a eu la direction. Maintenant, il est le chef de la Philharmonie de Moscou. Il ne peut pas aller plus loin. En 6 ans. Mais à quoi reconnaît-on un chef? Alors, quand il vient ici, avant qu'il dirige. Avant qu'il dirige? Ah, mais certainement. À quoi? Au mouvement? Non. Écoutez, il y a deux choses qui sont... Vous pouvez apprendre, vous pouvez tout, sauf deux choses. Oui. Comment vous sentez la musique dedans, la force de le sentir, et la possibilité de l'exprimer dehors. Ce sont des choses qui ne s'apprennent pas. Ou c'est ça ou non. Tout autre, de faire là un peu de mouvement avec une baguette, ça s'apprend. Plus tard, plus long, plus court, ça ne fait rien. Maintenant, ça devient plus court. Toujours plus vite, toujours plus vite. Déjà, le fameux Bülow, vous savez, le grand chef d'orchestre, une fois, très long. Alors une femme vient, elle dit, écoutez, je voudrais que mon fils devienne musicien, qu'est-ce qu'il peut bien? Il lui dit, bon, faites-le apprendre le violon. Ça prend combien de temps? Ou 7 ans. Ah mais non, c'est un peu trop long. Et ça va comme ça, alors la clarinette, 5, et puis à la fin, il dit, bon, la percussion, ça, il peut apprendre dans un an. La femme dit, non, monsieur, comprenez-vous, mon mari est mort et il faut apprendre quelque chose où il peut soutenir la vie. Alors faites-le devenir chef d'orchestre, vous pouvez attendre. Alors cette fois-ci, Herbert, vous avez choisi Émile Tchakharov. Oui. C'est un Bulgare comme Il a Alexis aussi gagné Wexenberg. chez nous un prix et il a suivi, disons, tout mon travail pendant 5 ans et il connaît tout le répertoire maintenant. Moi, je crois que c'était... Donc à la tête du Philharmonique de Berlin, Émile Tchakharov qui interprète la dernière des danses polovziennes du prince Igor de Borodine.
content d'Émile Tchakharov? Ah oui, bien sûr, je le savais de l'avance, mais il m'a fait beaucoup de joie. J'ai regardé droit dans les yeux Pierre Boltinski, qui est le directeur de la musique à Radio France, et j'ai cru comprendre, dans son il a enthousiasme, dit, qu'il le prendrait pour l'un de ses orchestres. C'était une bonne décision. Je ne sais pas, enfin, j'ai cru comprendre. Mais Venez ici, on va voir si... tout le monde est invité. Non, parce que Herbert von Karajan y tiendrait un tout petit peu. Alors, C'est toujours formidable et émouvant d'avoir l'impression d'assister à la naissance d'un chef d'orchestre. Oui. Et grâce à votre concours, où j'étais souvent, on a vu ça assez souvent. Alors très bien. Ouais. vous le prendrez? Je le prendrai. C'est promis. Émile Tchakharov, vous êtes pris. Je ne sais pas si tu comprends. Non, pas tout de suite. Enfin, bientôt. Attendons 10 minutes. Bravo. Herbert, la gloire, la célébrité suscite l'amour, mais aussi parfois la jalousie et la haine. Vous éprouvez tout cela, vous le ressentez, vous, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Le quoi? La jalousie des autres, parce que Vous vous savez, êtes là où vous êtes. J'ai aussi un jeune ami, qui est un très grand chef d'orchestre, c'est Ozaba, qui m'a une fois dit, tout c'est nocif, ce qu'on pense de jalousie et de haine. Donc il faut les... On n'en parle plus. Oui, mais il a réussi, c'est une grande force de caractère, et il ne Oui. faut pas penser. Ça n'aide à rien. Haïr, il faut si vous êtes policier. Oui, Autrement, il faut aimer. il faut aimer. Et mais pas penser à ces choses. Ça vous distrait. Près de vous, Herbert, nous avons la chance d'accueillir Léon Schwarzenberg, professeur de médecine. J'ai lu avec grand intérêt son livre. Vous avez lu son livre Changer la mort. Il a écouté tous les morceaux de cette soirée. Il a participé de cette fête. J'aimerais savoir comment vous situez la vie, la musique, la mort, l'éternité dans ce que vous avez écouté. Des mots après cette musique, c'est difficile. J'ai vu ce soir un homme qui jouait de l'orchestre, comme des autres jouent du piano ou du violon. J'ai pensé aussi que les moments privilégiés qu'on était en train de vivre donnaient la définition qu'on connaît de l'art, à savoir que l'art lutte toujours contre la mort et que les minutes privilégiées de ce soir sont des minutes d'éternité. C'est difficile d'en dire plus. Herbert voulait parler avec vous de la mort. Il a d'ailleurs choisi 2 exemples, ce sont musicaux, Oui, à la fin. parce que vous êtes préoccupé de cette fin. Non, parce que les deux choses m'intéressent. Si j'ai bien compris, votre livre, c'est de l'aspect du médecin vers le client, et d'autre part, du client vers le médecin. Toutes ces choses qui sont des demandes et les réponses qui sont à faire, toujours en disant « je fais le mieux ». Je me rappelle de toute cette lutte pour ou contre l'euthanasie. Mon père était chirurgien. Et il disait toujours, bon, au moment que la loi permet, le client va perdre la foi dans le docteur. Il était complètement contre. Mais une chose qui m'intéresse beaucoup, parce que vous parlez dans votre livre souvent comment on peut aider quelqu'un qui a le cancer. Et naturellement, là, il y a des choses, des médicaments, et vous dites c'est faux de le faire souffrir. Connaissez-vous ce livre tibétain de la mort, le bardo de là, est-ce que ce sont naturellement des pratiques et seulement accessibles pour un qui est d'entraîner dans ces... Mais croyez-vous que ça aide du point de vue seulement moral ou aussi physique? Parce qu'il Ça faut, peut aider, pour mais... alléger la mort. Ça peut aider, mais je pense qu'on arrive à bien mourir si on a bien vécu. Et Ah que... oui, ça, je vous bénis pour ça. Ça, c'est une merveilleuse réponse. et que si le chemin qu'on a parcouru tout au long de son existence sur le fleuve du temps a été bien conduit, alors on peut arriver à s'arrêter un jour d'une façon non pas résignée, mais en acceptant que ce soit la fin.
Vous savez, j'ai une fois parlé avec un ami qui était docteur, mais il était dans le pays. Il a dit, écoutez, on parle tellement de complications, mais il faut venir chez moi, il faut voir comme les vieilles paysans meurent. C'est tellement naturel, c'est la plus belle chose qui existe. Un jour, il me dit, la pipe, je l'aime plus, et la mère jetée, elle se met au lit, elle meurt. Il dit, nous, naturellement, on a compliqué, et je peux comprendre avec encore plus en Amérique, où les parents sont exclus, ils ne peuvent plus le voir pour le laisser tranquille dans ces murs blancs. Alors ça, je ne voudrais pas, pour moi. Vous me parliez, Herbert, de ce médecin allemand, je crois, qui avait dépecé, enfin, il employait le mot dépecé, et il avait une phrase qui n'était pas belle. Ah non, non, parce qu'on parlait d'âme. Alors c'est une fameuse histoire il s'appelait Beer, le grand chirurgien. Il a dit, j'ai dissecté 20 000 personnes, mais de l'âme, j'ai pas trouvé une trace. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est pas qu'il les ait disséqués, c'est qu'il les ait cherchés 20 000 fois. Vous pourriez donner ces deux exemples de mort Oui. aux spectateurs? Oui. Alors peut-être, pour l'expliquer, la première, c'est la mort douce. L'orchestre, vous savez, ils ont pris une petite pause là pendant 30 secondes. Ah, oui, il faut. C'est vrai. Alors, Peter Mrouet. Alors, il faut, le premier, c'est la mort douce, en paix, avec Don Quichotte. On commence où Don Quichotte fait le duel, on lui a imposé contre le chevalier de la Tour d'Argent, et on lui dit, si tu perds ça, il faut quitter toutes ces aventures, il était un peu fou, il tournait de la tête, et alors il doit se retirer. Bon, il perd ça, c'est au moment comment, c'est si vous voulez, une marche funèbre. Et tout d'un coup, Don Quichotte, qui est personnifié par le Gello, Rostropovitch. oui, l'air s'éclaircit et il devient un peu plus clairvoyant. Et là commence, pour moi, une des plus belles choses que Strauss a écrit, l'épilogue, on l'appelle, où il y a tout son passé, passe encore avec tous les thèmes qui sont très, très, très loin, et lui fait la méditation sur ce qu'il a fait. Un peu avec douleur, un peu avec sagesse, et disons avec l'air d'un homme qui dit, même si j'ai fait des énormes gaffes, je l'ai fait avec conviction. C'est la résignation. Oui, mais avec ça, il se dit, oui, je résigne, et ça finit presque en rien, voilà, complètement. Et notez bien, quand c'est fini, et la fin, c'est quand le solo fait un glissando jusqu'à la basse note. Et alors là, encore une fois, comme un emblème, comme là, il y a son thème qui se perd dans l'univers. Et après, comme il n'y a plus rien à dire, comme on ferme un livre qui est lu. Et ça, c'est ce merveilleux sens de Richard Strauss qui pouvait venir à la fin. Il y a beaucoup de compositeurs qui n'arrivent jamais, mais ça, c'était avec lui unique dans presque tous ses œuvres. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est la mort en violence. C'est pris de la musique pour un drame d'un écrivain, Janefeld, et c'est l'histoire d'une fille qui est en train de mourir poumon et qui rêve une fois encore de voir son amant, et il rêve qu'il vient la chercher, il l'amène sur un bal et il se danse à la mort. C'est la valse triste. Et ça, c'est la valse triste de Sibelius. Oui. C'est deux. Vous nous les offrez toutes les deux? Oui.
ses œuvres. Alors, non, votre ami Rostropovitch est déjà en place. Ah, il essaie, oui. Alors, il vous attend à l'orchestre. Alors, on commence avec la mort de Don Quichotte. Et ensuite, la valse triste.
professeur Schwarzenberg, vous pouvez reconnaître la souffrance dans la musique telle qu'elle vient d'être présentée dans cet extrait de La mort de Don Quichotte, dans la valse triste de Sibelius. Oui, mais pas mieux que les autres auditeurs, je crois. Bien sûr, puis le violoncelle est un instrument merveilleux. La gravité du son du violoncelle, qui traduit la vie dans sa compréhension la plus profonde, m'a toujours frappé parce que ceux qui en jouaient ont toujours, indépendamment de l'instrument sur lequel ils exerçaient leur métier, eu dans la vie une attitude exemplaire, dont celle de M. Rostropovitch, par exemple. Et lorsque vous regardez Herbert von Karajan, lorsque vous regardez ses mains, le médecin pense à quoi? Constate quoi? Vous savez, le médecin soigne les corps et il n'a encore aucune explication du génie. Plus rien à dire. Hein. Herbert, nous allons nous séparer. Bien évidemment, vous allez jouer une fois encore. J'entends déjà derrière moi. Ah, dommage. Je voudrais vous dire combien nous avons été heureux de partager cette soirée avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, avec vous. C'est une promesse tenue, une promesse prise un soir à Berlin. Je me rappelle encore. Après le radioscope. Après Radioscopie, je vous avais dit, voilà ce qu'est le grand échiquier. Vous m'aviez répondu, alors on pourrait faire quelque chose ensemble. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait comme vous le souhaitiez, c'est-à-dire à Paris, parce que vous vouliez montrer que vous étiez en France et vous vouliez donner cela à la France. Et ensuite, dans les conditions normales, au but de Chaumont, je voudrais remercier tous nos amis techniciens parce que je ne sais pas si on s'est aperçu que les pianos partaient, que les praticables rentraient. À un certain moment, tout à l'heure, vous avez été un peu ému, mais je crois que c'était beaucoup plus parce que à ce moment-là, l'orchestre s'était un peu levé pour se détendre alors qu'ils sont là depuis 20h30. Non, la grue. Vous voyez tout d'ailleurs. Hein. Je vous remercie, Herbert von Karajan. Et nous allons terminer maintenant avec tableau des expositions de Moussorgsky, pour une bonne raison, c'est que vous avez toujours été fasciné par la lumière, vous avez aimé la peinture, mais vous avez laissé cela à votre femme Eliette, hein, la peinture. C'est dommage qu'on n'a pas pu trouver les tableaux. Ah ben on a cherché partout, hein. Oui, même nos amis du Louvre. Oui. Alors, pour ceux-ci qui ne savent pas, c'était un peintre qui s'appelait Hartmann, et qui vivait au temps de Moussorgsky. Il est mort, et après sa mort, un an, on a fait une exposition de ses tableaux. Et Moussorgsky s'est vraiment inspiré de ça et a écrit cette musique qui, naturellement, d'abord était pour piano. Et c'est seulement Ravel qui a fait de l'orchestration. Et nous, on veut seulement donner le dernier, la moitié du avant-dernier et la dernière. Baba Yaga. Baba Yaga, c'est une hutte d'une sorcière. Hein. Et la porte de Kiev. Et la porte de Kiev, c'est cette porte qu'on a vue, mais qui semble, moi, un peu plus comme une cathédrale. Et c'est l'esprit de cette dernière chose est grandiose et chorale. Donc, c'est monumental. Oui, c'est certainement très russe. Et je suis sûr, l'orchestration, l'ampleur de l'orchestration, c'est inimitable avec le piano. Alors on fait l'exposé total, c'est-à-dire puisque cela a été écrit pour piano, on va demander à Alexis Weissenberg d'exposer la première partie de Baba Yaga. Oui. Et ensuite vous enchaînez avec l'orchestre pour l'exposition de Baba Yaga et puis la porte de Kiev. Oui, c'est ça. Merci Herbert von Karajan. On peut le remercier, je crois. Oh, oui. Merci l'orchestre. Bonsoir. Nous vous disons bonsoir, nous nous retrouverons à la fin du mois de juillet, mais nous ne sommes pas tout à fait quittés, puisque nous allons rejoindre Alexis Weissenberg et nous allons retrouver l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction, une dernière fois ici, de Herbert von Karajan, que je remercie une fois encore. Alexis.
Vous voulez qu'on enlève le piano, maître? Oui, il faut le podium. Ah, le podium et le piano. Alors vous enlevez le piano. On va le faire. On va essayer de se mettre un peu dans la lumière. Oui. Monsieur, je demande la permission que j'adresse l'orchestre. C'est la fin de notre saison et je voudrais me remercier en allemand, naturellement. Madame. Pardon, j'ai dit que je me remerciais parce que c'était une saison très complète et surtout marquée par la production des 9 symphonies qui sont déjà dans la circulation et on a plus tard, ça va être en septembre, on a fait l'intégrale maintenant des Brahms symphonies et si j'ose le dire, c'est peut-être encore un peu mieux que les Beethoven. Donc, je me suis remercié et en souhaitant leur des bonnes vacances et j'ai dit, tâchez de ne pas revenir plus fatigué que vous êtes allé dans les vacances. Merci.